Christophe, tu vas nous parler de l'alimentation du futur. Je te laisse la parole pour cette conférence. Merci encore. Merci à toutes et à tous d'être venus. J'espère que vous n'allez pas le regretter. On va parler effectivement... Alors, je suis biophysicien, mais c'est assez particulier parce que j'ai fait un magistère ou un diplôme d'ingénieur en physique. Après ça, j'ai fait une thèse de biologie, d'où la position de biophysicien. Mais en fait, j'ai été recruté au département de chimie du CNRS. Les choses elles viennent comme elles sont, sachant que j'ai surtout, entre la thèse et le recrutement au CNRS, j'ai fait 6 années de post-doctorat, plutôt en médecine, en Institut Curie, Institut Gustave Roussy, donc dans des hôpitaux où on travaille sur le cancer. Et y a un lien avec l'alimentation. Ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui, mais vous entendez souvent ce chiffre, un tiers des cancers sont dus à l'alimentation. Ça veut dire qu'on a besoin et on a envie de comprendre ce qu'on mange. Et pour ça, on va aller fouiller un peu dans le passé, parce qu'au muséum, on adore ça. Au muséum, on aime regarder ce qui se passait avant et la position de l'espèce humaine dans notre environnement. Et donc, on va bien sûr regarder un petit peu ça. On va voir où on en est aujourd'hui. Et puis, on va essayer d'aller voir quand même justement où éventuellement on ira demain. Et ça reste beaucoup d'hypothèses. On a ce graphique et l'alimentation démarre là. Le changement d'alimentation démarre là. En fait, à partir du moment où on a commencé à s'orienter dans la branche humaine qui a commencé à donner Australopithèque, et puis après tous les genres Homo, habilis, erectus, etc., sur lesquels on va revenir très brièvement, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'on est descendu des arbres. Et le fait de descendre de l'arbre change totalement notre alimentation, puisqu'on est passé de la consommation de fruits fraîchement cueillis, éventuellement un peu verts, un peu acides, à des fruits potentiellement pourris. Puisque à partir du moment où on ramasse ce qui est tombé par terre, on peut ramasser des fruits pourris. Et ça, c'est une conséquence fondamentale d'un point de vue biologique et d'un point de vue chimique, c'est qu'on a commencé à boire de l'alcool, puisque les fruits pourris sont des fruits fermentés. C'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. À l'époque, c'était plutôt une bonne nouvelle, parce que l'alcool, c'est très riche en calories. 7 kilocalories par gramme, c'est-à-dire que c'est plus que des glucides, c'est plus que des protéines. Donc c'est un avantage évolutif énorme d'être capable de métaboliser de l'alcool. Bon, c'était bien sympathique de pouvoir manger des fruits pourris, mais il fallait quand même continuer à faire évoluer notre alimentation. Et on a commencé à développer des outils. Donc vous voyez sur cette fresque, les premiers outils, allez, il y a 3 millions d'années, on commence à avoir des morceaux, des os cassés, des pierres cassées, où on se dit, ah, ça devait servir à un truc, sans doute, peut-être découper des carcasses de charogne ou autre. Et puis on a une trace d'aliment calciné, qu'on va trouver vers 1 600 000 ans. On se dit, ils mangeaient un truc cuit, mais c'était peut-être pas cuit exprès, c'était un feu de forêt, une bête qui a été carbonisée, puis ça a été mangé, bon, mais c'était pas maîtrisé. La preuve la plus flagrante de maîtrise du feu, c'est 800 000 ans, sur un site très particulier, là, qui est mentionné ici, à Gesher-Reot, en Israël, où en analysant la forme des cristaux d'hydroxylapatite, de l'émail dentaire des carpes qu'ils ont retrouvés sur le site, ils ont compris que ces carpes avaient été chauffées, donc cuites avant d'être mangées. Et comme il y avait 10 000 squelettes de carpes, ils ont dit que c'était quand même une habitude, quoi. Donc ça montre qu'on a commencé à cuisiner il y a 800 000 ans. Parce que vraiment, cuisiner, ça vient du latin coquere, qui veut dire cuire. À partir du moment où on cuit, on commence vraiment à cuisiner. Avant, on attrape, on mange, comme font tous les animaux. À partir du moment où on cuit, on fait quelque chose qu'aucune autre espèce vivante ne fait, c'est qu'on attrape, on transforme par la cuisson et on mange. Et ça a changé beaucoup de choses, parce que ça veut dire qu'on a notamment des composés qui peuvent être détoxifiés, des choses qui vont être plus faciles à digérer. Et il y a une corrélation. Encore une fois, ce n'est pas une causalité, mais en science, c'est une corrélation entre le moment où on s'est mis à cuire, donc il y a à peu près 1 million d'années, et l'augmentation de la taille de l'encéphale, et on est passé de 1000 cm3 de cerveau à 1300, 1400 cm3, sans doute. C'est une des hypothèses, grâce à un apport énergétique facilité par la cuisson. En même temps, la cuisson, c'est aussi beaucoup de plaisir, du goût. On fait ce qu'on appelle les réactions de Maillard, et on déclenche des goûts extraordinaires. C'est ce qui se passe quand vous faites griller une tranche de pain le matin. Le pain, comme ça, quand vous le mettez dans le grille-pain, ça ne sent pas grand-chose. Et puis, si vous laissez quelques minutes, tout à coup, ça sent, voire trop, si vous avez oublié votre pain, parce que les réactions de Maillard elles peuvent aller très loin, jusqu'à carboniser. Mais avant, ça sent bon le pain grillé. Quand vous passez dans une rue, à côté d'un torréfacteur de café, ça sent merveilleusement bon, parce que
il y a de la cuisson et donc des réactions chimiques qui sont en train des réactions de Maillard sur les grains de café, etc., etc. Donc la cuisson, c'est une invention absolument merveilleuse pour générer des goûts fantastiques et puis surtout nous diversifier notre alimentation. Après, il y a une autre évolution qui vont se mettre en place quand on va arriver, l'histoire va s'accélérer, où on va commencer à consommer de plus en plus d'amidon, notamment, c'est-à-dire qu'on va commencer à s'intéresser de plus en plus aux céréales, jusqu'à même éventuellement être capable de les cultiver. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le néolithique, où on va devenir non plus, on va quitter notre position de chasseur, cueilleur, pêcheur, à celle d'éleveur, agriculteur et pêcheur, parce qu'on est resté pêcheur et il n'y a pas de message religieux derrière tout ça, combien même nous sommes dans une magnifique chapelle. Ceci étant, voilà malheureusement l'évolution où elle nous a emmenés. Les choses se sont accélérées sur la fin. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a une, comment dirais-je, une accélération du changement de notre alimentation qui fait que ces changements sont beaucoup plus rapides que notre capacité d'adaptation et d'évolution. Et on se retrouve aujourd'hui avec effectivement des pathologies métaboliques qui explosent, diabète, obésité, cancer, encore une fois, plus d'un tiers dû à notre alimentation. Tout ça sur une échelle de temps très très courte, les 50 dernières années. Parce que notre alimentation a totalement été transformée, au sens physique du terme, voire ultra transformée, comme on le dit souvent. Et on voit bien que ça déclenche quelque chose qui ne fonctionne pas avec notre métabolisme. Et puis on va faire un grand bond de 500 000 ans et on va aller voir Apicius. Et puis on va voir Apicius, ce qu'il faisait. Apicius, c'était donc en 25 avant et 37 après Jésus-Christ, le premier livre de cuisine connu avec des recettes, dont cette magnifique recette de flamands. Je vous mets ici des flamands qui sont ceux qui sont en face de mon laboratoire, parce que mon laboratoire est situé donc dans le Muséum national d'histoire naturelle, c'est-à-dire dans le Jardin des Plantes à Paris. Mais la cuisson, la manière de les préparer est assez simple. Vous voyez, il suffit, comme le disait Apicius, de dépouiller le flamand, de le laver, de le parer, de le mettre dans une cocotte avec un peu d'eau, du sel, de la natte et un peu de vinaigre. À mi-cuisson, on met un bouquet de poireaux garnis. C'est un bouquet de coriandre, c'est comme du bouquet garni. La cuisson est presque terminée. On ajoute du défritum, c'est juste du vin rouge. On colore, on met dans un mortier avec du poivre, du cumin, de la coriandre, de la racine de laser, de la menthe et de la rue. On triture, on bouille de vinaigre. On ajoute des dattes criottes. Ça, c'est pour faire la sauce. On arrose le jus de cuisson. On verse une même cocotte. On lie à la fécule. Et puis on arrose au sauce et on sert. Et en fait, c'est une recette qui est finalement assez linéaire dans son mode de fonctionnement, puisque c'est ni plus ni moins que la recette du coq au vin. Mais en fait, c'est la même chose. À un détail près quand même, c'est pas un flamand, c'est une volaille, soit. Mais surtout que le coq au vin d'aujourd'hui, en fait, le coq au vin d'il y a 2000 ans, il était très proche de ça. Mais celui d'aujourd'hui, il va être un peu différent. Parce que là encore, on a quand même fait évoluer l'ingrédient principal de notre coq au vin. Bon, c'est pas un coq, pour ceux qui font un peu de biologie, vous avez reconnu de manière subtile, je vous ai mis une poule à la place du coq, parce qu'il s'agit ici d'une recette aussi qu'on peut faire de plus souvent avec du poulet. Et ces poules, en 1957, au bout de 2 mois de croissance, pesaient 900 grammes. Et un demi-siècle plus tard, au bout de 2 mois de croissance, elles pèsent 4 kilos. Donc en fait, quand on vous dit aujourd'hui, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une recette paléolithique, par exemple? Non. On ne peut pas par rapport à ça, parce que les poulets d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec leurs ancêtres sauvages. Pour cuisiner, vous avez vu qu'on avait la première option, l'option brutale, l'option historique, je mange du cru. C'est-à-dire qu'en fait, je me comporte comme tous les animaux. Et puis on peut raffiner un peu tout ça, on peut manger du cuit ou du pourri. Le pourri, c'est la pomme qui est tombée par terre, on a vu, c'est une transformation spontanée, mais on peut aussi l'orienter. On peut créer un environnement dans lequel on va maîtriser la manière dont les aliments vont pourrir. Et puis bien sûr, on peut les cuire. Alors par exemple, si je prends une pomme, une fois de plus, reprenons mon exemple de la pomme, alors là aussi, ça n'existe quasiment plus les pommes sauvages. Donc même si je mange cru aujourd'hui des pommes, c'est des pommes totalement transformées par l'agronomie. C'est-à-dire qu'elles sont rondes, juteuses, sucrées et pas acides, amères et âcres comme les vraies pommes sauvages. Tout ça pour montrer qu'on peut maîtriser tous ces processus jusqu'à la pomme d'aujourd'hui. La pomme d'aujourd'hui, elle est là. Bon, là, il y a une marque, mais je n'étais pas obligé de mettre une marque. Toutes les pommes potes ou équivalents se valent. C'est une pomme. C'est la pomme du XXIe siècle. Mais elle est transformée. Elle est cuite, elle est mixée, elle est mise dans une gourde en plastique avec un peu de métal. Donc, on sent que la pomme a quand même évolué. Et quand on mange ça, on ne mange pas la même chose. Quand je mange ma gourde de pommes potes, je ne croque pas une pomme. Combien même, c'est 100% pomme. Et ça va changer beaucoup de choses sur mon métabolisme. Jusqu'à arriver effectivement à tous ces aliments, qui sont des aliments qu'on appelle
ultra transformés, effectivement, qui représentent plus de 80% de nos achats alimentaires, plus d'un tiers des calories consommées, voire la moitié, ça dépend du régime de chacun. Et ça reste des aliments, mais ça, la classification que je vous ai montrée, un cru, cuit, pourri, c'est Lévi-Strauss qui l'avait mise en avant. Et cette distinction, on voit qu'on est perdu aujourd'hui parce que ça, on ne sait pas où le mettre. C'est pas cru, c'est pas cuit, c'est pas fermenté, c'est transformé. Il y a de l'extrusion, il y a du cracking, il y a éventuellement des cuissons de température, il y a de l'émulsification, il y a sans doute des tas d'additifs qui vont permettre de foisonner, de conserver, de colorer, de donner du goût. Et on fait des transformations. Et ça marche parce qu'on aime ça. Parce qu'en même temps, les industriels cochent les cases. En général, c'est gras, salé, sucré. Parce que physiologiquement, le gras, c'est de l'énergie. Le sucre, c'est de l'énergie. Le sel, c'est des minéraux. Donc en fait, notre corps notre cerveau nous envoie un signal de récompense. Donc ça veut dire que la cuisine évolue aussi dans son équipement. Ça permet de faire des choses. Mais la question reste posée, par exemple, ce que je vais faire au Thermomix, est-ce que c'est bien, au sens, est-ce que ce ne serait pas mieux de le faire à la main, entre guillemets? Est-ce que les textures sont les mêmes? Est-ce que les cuissons sont les mêmes? Est-ce que j'ai une manière de cuisiner qui va être influencée par l'équipement que j'ai? Tout ça, c'est des vraies questions. Et qui nous amène aussi à un autre enjeu, quand on réfléchit à cette alimentation du futur, et aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. On se dit, bah oui, mais je vous ai parlé du néolithique tout à l'heure, en disant, allez, vers 10 000 ans, où on en était. Il y a 10 000 ans, on était 10 millions d'humains, donc sur la planète, les mammifères, c'était 1% d'humains et 99% d'animaux sauvages. Je ne parle que des mammifères, je ne parle pas de la biomasse et des bactéries, des vers de terre, je parle des mammifères. 10 000 ans plus tard, on est 37% d'humains, 67% d'animaux sauvages, et 32%, et sinon le calcul était... et 1% d'animaux sauvages. C'est-à-dire qu'en fait, la planète, les mammifères sur la planète, sont intégralement représentés, 1/3 par les humains et 2/3 par les animaux que les humains élèvent pour les manger. Et ça, évidemment, ça nous amène à parler de ce qu'on appelle de l'anthropocène. C'est-à-dire que c'est cette ère, dans l'histoire de l'évolution, où l'humain a pris la place par sa présence et celle de son élevage. Et là, je suis obligé de dire que d'un point de vue empreinte carbone, la manière la plus efficace de réduire son empreinte carbone, c'est de manger moins de vaches. Je sais, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la science. Hein. Je me réfugie derrière ce message. L'empreinte carbone de la viande rouge, ce qui vaut aussi pour le mouton d'ailleurs. Hein. Et une fois qu'on en a diminué sa part dans son assiette, on a réduit drastiquement son empreinte carbone. Mais il y a toujours, la vie est faite de choix, évidemment. Et quand on va vers l'étape d'après, on vous met de la viande blanche, on vous met du poulet. Et on a vu tout à l'heure le poulet, oui, ouais, bon, c'est sûr que ça fait moins de gaz à effet de serre, mais ça n'existe plus les poulets de plein air. Enfin, ça existe, hein, il y a quelques labels, hein, bien sûr, mais majoritairement, ce n'est pas le cas. Donc le bien-être animal, c'est compliqué pour les poulets. Maintenant, en parlant du futur, on se dit oui, mais tout ça quand même, la vache, gaz à effet de serre, poussins, les poules sont enfermées, parce qu'on ne pourrait pas cultiver des insectes qui sont riches en protéines. On peut. Ça ne marche pas très bien à grosse échelle. La preuve, une des plus grosses usines au monde, là, ça fait beaucoup la une des journaux parce qu'ils sont en dépôt de bilan, parce qu'en fait, le modèle, d'un point de vue technique, ne marche pas très bien, et puis surtout, on n'a vraiment pas du tout envie d'en bouffer de ces trucs-là. Il y a 2 milliards de personnes qui mangent des insectes sur la planète, surtout en Asie, en Océanie, en Afrique, mais ce n'est pas dans notre culture occidentale. Donc on n'a pas envie de les manger, les insectes. Mais alors, on va faire quoi si on n'a pas envie de les manger ? Parce que, mine de rien, il nous faut des protéines. Alors, on en mange trop, des protéines. On en mange l'équivalent d'1,4 g par kilo par personne par jour. Et on pourrait en manger 2 fois moins, quasiment 0,7, 0,8. Il n'y aurait aucun souci. Au contraire, on se porterait même sans doute mieux. Et si on mettait moins de protéines animales et plus de protéines végétales, on se porterait encore mieux. Et ça, on le sait depuis un petit moment. Et il y a un monsieur, Marcellin Berthelot, qui était homme d'État, mais aussi chimiste, qui a cette merveilleuse... il a fait un discours assez célèbre, 1894, et qui fait cet exercice très compliqué de se projeter un siècle plus tard. Donc imaginez là que je suis en train de vous dire qu'est-ce qu'on va manger en 2125. Voyez, il ne nous dit pas juste qu'on va avoir besoin de manger des macronutriments toujours, mais il nous rappelle qu'on va les accommoder avec des épices aromatiques et tout ça pour respecter notre goût personnel. Il faut tenir compte du goût
quand on réfléchit à notre alimentation de demain. Et sa conclusion, vous la voyez comme moi, l'homme gagnera en douceur et en moralité parce qu'il cessera de vivre par le carnage et la destruction des créatures vivantes. C'était 1894. Et Aristote, il y a 2000 ans, avait un discours à peu près similaire, en disant quand même, est-ce qu'on a le droit de tuer des animaux pour les manger? Et c'est un discours philosophique, une posture philosophique qu'on a toujours eue, de se dire, mais finalement, est-ce que l'avenir ne serait pas un avenir dans lequel on pourrait se passer des animaux, on n'aurait plus besoin de tuer pour manger? C'est une proposition que fait ce qu'on appelle la food tech aujourd'hui, c'est-à-dire toutes ces grandes entreprises qui se développent pour fabriquer des choses qui sont très transformées. Alors, c'est-à-dire qu'on part d'aliments comme ça, d'espèces d'assiettes idéales, et puis on est passé par une étape d'ultra-transformation telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec la pizza dans laquelle on a le poisson, les légumes, le fromage et tout ça, mais sacrément transformé. Et puis on se dit, mais est-ce qu'on ne va pas aller encore beaucoup plus loin dans l'esprit de Berthelot, en disant on va extraire les composés, les nutriments, pourquoi pas dans des pilules, et puis il y aura le goût qu'il faut, chaque pilule aura un goût particulier. Et ça ne marche pas, je suis désolé de le dire, ça ne marche pas parce qu'en fait, on a besoin de 2000 kilocalories par jour. Et si on fait le calcul, avec la concentration en calories qu'on peut mettre dans chaque gélule, il faudrait qu'on avale à peu près 500 gélules. En fait, le problème de l'alimentation, ce n'est pas que emmener des calories sur le bateau ou dans son sac à dos pour 4 jours en autonomie, mais c'est que notre tête va accepter de manger ça. On est capable de manger des gels protéinés pendant 2-3 heures, pendant 6 heures, allez. Mais déjà 24 heures, on tombe fou, et alors 3 jours, c'est même pas la peine. Parce que là, on n'a plus qu'une envie, c'est de croquer dans tout ce qui va passer à notre portée, n'importe quel animal qui va ressembler à un aliment. Et ça, cette idée nous amène à finalement L'aile ou la cuisse, cet autre film des années 70, même époque. On se dit en fait, fabriquer des aliments du futur, c'est pas un soleil vert qu'il faut. Il faut des aliments qui ressemblent à ce qu'on a envie de manger. Une truite. Combien même elle est fabriquée à partir de pâtes protéinées, de cultures cellulaires et autres, si ça ressemble à une vraie truite, on va être content, parce que ça ne va pas nous choquer. Ça va nous paraître consommable, parce qu'on a l'habitude. D'où cette idée de faire de la viande cellulaire. On fait pousser des cellules pour faire des steaks hachés, et puis si ça ressemble à un steak haché, on va l'accepter, parce que c'est un futur sans rupture. C'est-à-dire qu'on a compris que pour des raisons sanitaires, environnementales, il faut qu'on fasse évoluer notre alimentation, mais on ne veut pas changer nos habitudes. Donc on attend de la société qu'elle nous propose, de la technologie, en tout cas beaucoup de gens attendent qu'ils nous fassent des steaks végétaux ou des steaks cellulaires. Comme ça, on peut continuer à manger des burgers sans changer ses habitudes, mais on a une empreinte carbone qui est mieux maîtrisée, on a un peu plus de protéines végétales, meilleures pour notre santé, etc., etc. Et ça, c'est une vraie demande. Et je termine avec ça, de se dire que finalement, voilà cette évolution. On se dit, comment est-ce qu'on peut essayer de revenir un peu en arrière? C'est pas pour rien qu'il y a un verre de soda à la main. Et c'est qu'effectivement, on a conscience aujourd'hui que le sucre est une évolution très récente dans notre alimentation. Le sucre, c'est l'industrie sucrière, c'est le 19e siècle. Et ça a commencé à se démocratiser au 20e siècle. Et aujourd'hui, c'est présent dans tous les aliments. Et le sucre est un gros problème. Beaucoup plus que le gras. On ne consomme pas trop de gras, peut-être trop de gras transformé, trop de gras saturé, mais globalement, on ne mange pas trop de gras. Mais trop de sucre, ça, oui, c'est sûr. Et donc, se dire comment est-ce qu'on va pouvoir un peu corriger tout ça, avec un vrai enjeu. Destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent, nous disait Bria Savarin. On sait que la santé globale de l'être humain, ce qu'on appelle souvent le concept de One Health, c'est-à-dire la santé de la planète, la santé de l'environnement et la santé de l'humain, c'est basé sur nos systèmes agricoles, sur ce qu'on va manger. Donc qu'est-ce qu'on va manger demain? Il va falloir mettre en œuvre les politiques agricoles pour manger plus sain, avec moins d'empreinte carbone, à moins que ça se termine beaucoup plus vite que prévu, ce qui serait une manière de résoudre le problème qu'on se pose sur qu'est-ce qu'on va manger demain. Peut-être qu'on ne mangera rien, puisque effectivement, en cas de champignons nucléaires, normalement, la question agricole, si la population en fait revient à 1 million d'êtres humains sur la planète, ou 10 millions même comme au néolithique, de nouveau on a des ressources qui sont relativement abondantes et on peut redevenir chasseur-cueilleur à une précaution près. Et ça, c'est un petit moyen de mnémotechnique que je vous donne pour après le cataclysme nucléaire. Donc n'oubliez pas que si vous voyez un champignon, il ne faut pas manger de champignons. Parce que les champignons sont les premières espèces qui vont capter toute la radioactivité. Donc il faudra un peu réfléchir
à ce qu'on va manger, sachant que, quand même, n'oublions pas, et ça sera la phrase de conclusion, il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser, nous disait Claude Lévi-Strauss, le monsieur du triangle culinaire. Quand on réfléchit à notre alimentation de demain, n'oublions pas qu'elle est non seulement matérielle, mais très très largement culturelle, d'où le « Je mange donc je suis », qui était d'ailleurs le titre de l'exposition dont j'étais le commissaire au Musée de l'Homme, et qui rappelait ce message fondamental. La cuisine, c'est la culture qui transforme la nature. Je vous remercie.